Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Je serai à l'animation aujourd'hui pour décortiquer le procès en appel de l'affaire du financement libyen. Bonjour. Et de mon côté, j'apporterai mon regard d'expert sur ce dossier extrêmement complexe qui se tient de mars à juin 2026. Exactement. Et en s'appuyant sur les dossiers d'instruction brute, notre mission ici est de rapporter les faits en toute impartialité. C'est ça, il est vraiment crucial de rappeler qu'il n'y a aucun parti pris idéologique ou politique dans notre démarche. On est juste là pour analyser les documents juridiques factuellement. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer froidement les rouages de ce séisme institutionnel français où s'entremêlent des valises de billets, des réseaux d'intermédiaires et une diplomatie secrète avec le régime de Mouammar Kadhafi. Un programme chargé. Ouais. Et pour bien comprendre les enjeux immenses de cet appel en 2026, il faut d'abord saisir la subtilité juridique du premier verdict. Oui, cette fameuse condamnation historique qui a été prononcée en 2025. Voilà. En 2025, l'ancien chef de l'État a été condamné à 5 ans de prison, dont 20 jours fermes. C'est ça, pour association de malfaiteurs. Mais attention, il a été relaxé pour corruption directe. Ah oui, faute de preuves matérielles concernant d'éventuels transferts sur ses comptes de compagne. Exactement. En fait, il n'y a pas de trace directe du financement. Donc, si je résume, au fond, c'est un peu comme condamner quelqu'un pour avoir élaboré le plan détaillé d'un braquage avec des criminels notoires, Ouais, même si la police n'a jamais retrouvé le moindre butin. c'est une excellente analogie. En droit pénal, c'est ce qu'on appelle l'infraction d'anticipation. La loi sanctionne très sévèrement les préparatifs et l'entente. Donc, le simple fait d'organiser des réunions secrètes, par exemple, avec Abdallah Senoussi, le beau-frère de Kadhafi. Voilà, tout à fait. C'est cette préparation minutieuse qui est punie indépendamment de la réussite financière du projet. D'accord, l'intention compte énormément, quoi. Mais bon, ce premier verdict n'a satisfait ni le parquet, ni la défense. Ce qui nous amène directement à ce second round en 2026 qui redessine complètement la bataille. Surtout que des acteurs clés ont disparu. Je pense notamment à Ziad Takieddine, qui est décédé en 2025. Absolument. Et de son côté, le parquet a vraiment durci le ton en requérant carrément 7 ans de prison. 7 ans, oui. Parce que l'enjeu dépasse l'argent, en fait, non? C'est ça. Le parquet soutient que le pacte aurait inclus une potentielle promesse de grâce pour Senoussi. Le même Senoussi qui est lourdement impliqué dans l'attentat meurtrier du vol UTA en 89? Oui, c'est de lui qu'on parle. On est sur des accusations gravissimes au niveau diplomatique. C'est glaçant. Mais c'est fascinant d'ailleurs, parce qu'il y a une anomalie vraiment frappante dans ce dossier. Laquelle? Au milieu de tous ces enjeux géopolitiques énormes, la Cour s'acharne sur 35 000 € en espèces. Ah oui, la fameuse somme en liquide. Voilà, une somme justifiée par Eric Woerth comme de simples dons anonymes par courrier. Comment un montant aussi faible peut devenir le talon d'Achille de la défense? En fait, contrairement aux millions évaporés offshore qui sont quasi impossibles à tracer pour la justice, ces 35 000 €, c'est du concret. Du liquide palpable? Exactement. Ça force la défense à expliquer l'origine immédiate de cet argent-là, à Paris. S'ils n'y arrivent pas, tout le reste de leur récit s'effondre. Ce qui explique le virage stratégique total de l'ex-président en appel. Totalement. Il prend désormais ses distances avec ses proches collaborateurs de l'époque, comme Claude Guéant ou Brice Hortefeux. En suggérant que s'il y a eu des dérives, ce sont leurs erreurs ou des pièges d'intermédiaires. C'est l'idée, oui. Il s'en détache complètement pour se protéger. C'est vraiment le principe des fusibles, quoi. En tout cas, ce procès redéfinit les frontières entre les stratégies diplomatiques de l'État et les soupçons de financement occulte. Et il rappelle surtout que l'intégrité électorale, c'est le pilier absolu du pacte démocratique. Absolument. D'ailleurs, la justice a statué sur un truc majeur. Les actes de l'ancien président commis en 2007, donc avant son élection, ils ne sont pas couverts par l'immunité présidentielle de l'article 67. C'est une précision constitutionnelle cruciale. Et ça soulève une réflexion finale assez provocatrice. Est-ce que cette jurisprudence va ouvrir la voie à une surveillance et une judiciarisation en temps réel des campagnes électorales futures? C'est la grande question. Pourra-t-on enquêter sur les candidats et décortiquer leurs faits et gestes bien avant qu'ils n'atteignent le pouvoir suprême? Voilà de quoi faire réfléchir. C'est la fin de notre plongée en profondeur. À bientôt pour une nouvelle analyse. Au revoir.